Concerne la mise en place sur tout ce qui nous a été démontré de la monnaie européenne. Si on avait ajouté la monnaie européenne à tous les schémas qu'on a vus, je pense qu'on aurait compris beaucoup de choses. Alors, je comprends bien le sens de votre question. Hein. Je n'y répondrai pas de la même façon. C'est normal, c'est ça le débat, hein. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a capitalisme d'un côté et puis social de l'autre? Alors, vous n'avez pas dit socialisme, mais alors je dis non, il y a capitalisme des deux côtés. Il y a capitalisme des deux côtés, pour moi, c'est pas forcément globalement un gros mot. Hein. Tout va dépendre naturellement. C'est la question de l'économie sociale, pas l'économie sociale, ou l'économie de marché et le capitalisme. J'estime que des deux côtés, donc il y a un certain nombre de choses, je l'ai dit, hein, qui me semblaient assez positives dans l'économie allemande, en ce qui concerne notamment, enfin, il y a l'état d'esprit d'abord, hein, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui aiment bien faire, qui aiment ceci et cela, etc. Mais comme on sort du culturel, ça ne dit pas forcément grand-chose non plus ailleurs. Mais où il y avait une volonté quand même d'une véritable redistribution des choses. Une véritable redistribution des choses. Alors, j'allais dire, il y a certainement une fracture entre l'économie allemande ou le capitalisme allemand, on va dire c'est presque simultané, vous allez dire avant l'euro, après l'euro, pourquoi pas. Mais avant l'euro, donc une économie essentiellement tournée comme toujours donc aussi vers l'extérieur, mais qui a pris quand même des larges coups, si je puis dire, donc en termes de compétitivité. On ne s'est pas aperçu qu'il y a eu des glissements qui se sont passés et qui derrière donc, ont amené d'un coup horreur le capitalisme allemand. Vous voyez que ses excédents étaient moins élevés qu'ils ne pouvaient être auparavant, qu'ils étaient moins compétitifs qu'auparavant. Donc il a réagi en fait exactement, et puis Adam Schröder exactement comme aurait réagi donc le capitalisme financier. Là, je fais une différence. Le capitalisme financier, c'est-à-dire celui qui est aux mains de la finance, c'est bien ce qu'on a, qui est le modèle global qui a gagné partout, hein, qui a gagné partout, qui est le modèle dominant, quasi universel maintenant. Parce que depuis les années 70, c'est maintenant la finance, c'est-à-dire la rémunération des capitaux, donc qui gouverne l'ensemble du monde industriel et des services, enfin l'ensemble de l'économie productive, et constitue au fin fond de la Chine, ou constitue à New York, ou constitue à la City, hein, c'est à peu près pareil. Donc ça a bouleversé énormément donc, les choses. On l'a bien vu donc justement en France, où on pouvait parler aussi. On ne peut pas parler d'économie administrée, c'est pas ça, c'est aussi une économie de marché, mais dans laquelle l'intervention de l'État était relativement forte, et c'est vrai que les mécanismes de solidarité étaient forts. Mais à l'inverse de ça, je veux dire, l'économie allemande, donc, qui est par la réforme Schröder, a produit de la pauvreté. Elle a produit de la pauvreté et les mini-jobs et autres, etc. Et on l'a bien vu, hein, aussi bien donc, justement chez les retraités que chez une partie de la population, donc qui ne vit plus dans les mêmes conditions qu'elle pouvait vivre auparavant. Donc il y a vraiment une exclusion. Il y a une explosion justement des inégalités. Donc ça, c'est un phénomène typique du capitalisme financier, et après derrière qui est justifié théoriquement par ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, c'est-à-dire vous laissez les gens s'enrichir comme ils veulent, et puis après comme ils vont dépenser le produit de leur richesse, ben, tout ça, ça va bénéficier donc à tout le monde, ça va faire de l'activité et autres. Donc on va se mettre à construire que des yachts de luxe. Heureusement, à Saint-Nazaire, on construit aussi des bateaux qui sont utilisés pas simplement par les milliardaires. Donc, mais en même temps, je veux dire, si je prends le cas de Saint-Nazaire, que je connais bien, hein, j'ai traité ce dossier pendant de nombreuses années, et j'ai des souvenirs bon, qui sont encore très actuels, hein, où on se trouvait donc dans des situations à l'intérieur des chantiers, même si je m'éloigne un peu du sujet, qui étaient des confrontations permanentes, hein, des confrontations. Donc, alors, on pouvait appeler ça la lutte des classes d'un côté, on pouvait appeler ça donc aussi des confrontations d'idées différentes, parce qu'il y a des intérêts qui sont divergents, et je ne le dis pas et du tout, je crois que personne ne le nie, mais en même temps, on avait l'air de préférer la confrontation au compromis, à la discussion. Bon, ça, je trouve que c'est un problème. En même temps, je voyais le chantier naval de Meyerwerft, hein, qui est à Papenburg, sur la Brème, qui lui est un petit chantier, hein, qui faisait que des accessoires, des choses comme ça. Et bien, en 15 ans, il est devenu le chantier le plus productif, hein, qui ramasse le plus de commandes aussi donc, dans le monde. Alors, en investissant massivement. Ça veut dire que les Allemands sont aussi capables d'investir massivement.
Et les chantiers atlantiques n'investissent massivement que depuis 5 ans à peu près. Donc on modernisait totalement leur outil de production, on négocie une nouvelle chose. Donc l'organisation syndicale n'était pas toute d'accord, et c'est tout à fait normal, enfin je veux dire dans ce jeu-là. Mais il y a une leçon, une leçon qui revient derrière, ça construit de l'emploi aussi. Donc quelle que soit l'idée qu'on s'en fait, on est face à une économie ouverte, et encore une fois, le capitalisme financier a tout envahi. Je trouve que les grosses boîtes qui sont en France sont des exemples types où les comportements que je vois, donc notamment dans les gros donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants, y compris maintenant dans l'aéronautique. Auparavant, dans l'aéronautique, Airbus se comportait correctement avec ses sous-traitants. Et maintenant, donc Airbus a des objectifs financiers de rentabilité pour ses actionnaires, et ça passe derrière par des rapports de puissance et des rapports de force donc, avec ses sous-traitants. Donc, effectivement, le capitalisme allemand a produit cette pauvreté par ces mesures-là, mais à l'inverse, je crois qu'il y avait aussi des graphiques qui montraient que le capitalisme français, comme je viens de dire, avec ses modalités, a produit également de l'exclusion pour les jeunes. Je trouve que les jeunes sont exclus actuellement, effectivement, du marché du travail. Ils sont exclus très fortement. Il y a encore des reportages aussi régulièrement là, qui font effectivement des gens qui bossent une journée, 2 journées, 3 journées, etc. Qui sont sur des petits jobs et des choses comme ça. Donc on trouve aussi ce genre de choses. Alors c'est organisé, c'est ça qui est choquant, donc j'allais de façon industrielle, si je puis dire, donc aussi en Allemagne, comme c'est organisé aussi en Angleterre. C'est pas marginal en France, mais on ne le dit pas. Et après, moi, il y a une image qui me choque toujours, c'est chez Peugeot. Vous allez embaucher dans quelle usine de Mulhouse ou à l'usine de Sochaux. Il y a l'écart qui ramasse donc les CDI, et après, derrière, il y a l'écart qui ramasse les CDD. Et il y a le fils d'un gars dont le père, donc justement, a toujours fait sa carrière donc, à Peugeot, qui lui, ça fait 10 ans qu'il est en CDD, alors actuellement c'est sur les couverts, enfin, on n'a pas le droit, mais c'est organisé comme ça, qui ne rêve que d'une chose, c'est de monter dans le quart décennie, les perspectives. On est capable d'organiser ça aussi en France, donc est-ce qu'on n'est pas non plus hypocrite aussi, derrière? Est-ce qu'on n'est pas plus hypocrite? Et on laisse de côté, après derrière, il y a une marginalisation aussi de cette population qui n'est pas... qui n'est pas tolérable. Alors, je ne reprendrai pas forcément les termes de Macron qui dit qu'il y a les insiders et les outsiders, c'est-à-dire ceux qui sont protégés et ceux qui sont en dehors du système, qui sont moins protégés. Il y a une part de vrai à ça. Alors après, sur l'euro, je ne suis pas sûr, on va mettre 2002 partout sur les graphiques. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas forcément de césure en 2002. Alors, c'est une question, c'est une question de la monnaie unique. Moi, je n'étais pas forcément partisan de la monnaie unique auparavant. Je trouvais une belle aventure, mais en même temps, je trouvais que aussi, c'est que l'État perdait un moyen d'administrer l'économie. Comme là aussi, si tout le monde se colle à moins de 3% également de son budget ou revient à l'équilibre budgétaire, on se coupe tout un pan de politique budgétaire si l'État se coupe d'outils qui sont absolument indispensable justement donc à une relance ou autre. Sauf qu'en France, on sait toujours creuser le déficit, mais on ne sait jamais se mettre au-dessus de zéro pour se garder des réserves pour éventuellement donc, pouvoir dépenser après. Mais en même temps aussi, on sait qu'on a une économie qui n'est pas comme l'économie allemande qui ne se nourrit pas des marchés étrangers, mais qui se nourrit aussi des marchés de la demande intérieure, donc il faut en même temps aussi distribuer du revenu. Alors la solidarité, je suis d'accord, on a gardé notre système donc, par répartition, on a gardé notre sécurité sociale, je crois que les fondements sont quand même encore là, et ça c'est quand même l'acquis du Conseil national de la résistance, c'est des choses sur lesquelles je crois qu'il ne faut pas transiger là-dessus, même s'il y a des aménagements à faire, et même il faut savoir. Après, on sait que dans les dépenses de consommation, les dépenses de santé vont prendre plus de place parce qu'il y aura plus besoin aussi, il y a des traitements qui vont être plus chers, il y a l'industrie pharmaceutique qui s'en sert aussi. On sait aussi que logiquement, la nourriture va coûter plus cher, on a toujours vu dans les parts de consommation baisser régulièrement jusqu'à moins de 20%, quasiment 10%, etc. Mais le vrai prix de l'aliment, il a toujours été sous-évalué parce qu'on mange de moins en moins bien, si je puis dire, en termes qualitatifs. Donc là aussi, on a sacrifié donc, ces éléments-là, sous pression, et c'est vrai, sous pression en partie, donc des grosses unités de l'agro-business et autres, mais il y a de l'agro-business français, il y a de l'agro-business belge, il y a de l'agro-business allemand ou néerlandais, mais danois, mais il y a aussi de l'agro-business français. Donc on a notre part aussi de responsabilité. Donc il y a eu des pans qui ont été effectivement donc, frappés sur la solidarité, mais je crois que on a su conserver, c'est vrai, donc des fondamentaux, il y a des choses qui sont mises à mal, mais
mais on est emporté dans un mouvement. Alors après, on est emporté dans un mouvement, est-ce qu'on refuse ce mouvement ou est-ce qu'on ne le refuse pas? C'est la grande question quand même de la mondialisation, elle est là, où la globalisation donc est là. Hein. Est-ce qu'on peut passer au travers d'un certain nombre d'adaptations, même si on le regrette également, hein, on le regrette tous, etc. Après, derrière, il y a des choses... Je préfère aussi qu'à l'inverse, il y a d'autres pays qui sont en émergence et qui se développent, mais encore une fois, le capitalisme financier et instruments, il faudrait s'en débarrasser le plus vite possible. Comment faire? Il faut un nouvel ordre mondial là-dessus. Hein. Il faut un nouvel ordre mondial, c'est la seule façon de faire. Hein. On commence à y arriver un petit peu avec les paradis fiscaux, mais à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on s'aperçoit, on ouvre un pan du voile, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables qui apparaissent. Mais après, derrière, c'est la seule façon de faire, Quand on parlait de la responsabilité sociale des entreprises ou sociétale des entreprises, moi je travaille là-dessus, donc avec des patrons, je suis dans le pôle des patrons, là, mais je peux défendre des idées, j'estime, de progrès à l'intérieur du pôle des patrons. Les patrons se rendent compte aussi qu'ils ne peuvent pas faire n'importe comment, n'importe quoi, ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent pas fabriquer n'importe comment. Il y a des choses maintenant, ce qui est bien, c'est que la communication se fait partout, il y a des lanceurs d'alerte, il y a les Panama Papers, il y a ceci ou cela, donc il y a des choses qui se voient, qui émergent, hein, des choses planquées qui émergent maintenant. Donc ce capitalisme financier qui est créateur d'inégalités sans fin, je pense qu'il faut effectivement un nouvel ordre mondial sous l'égide des Nations Unies pour essayer de le réguler. Hein. En même temps, d'un côté, il y a la survie de la planète aussi, et de l'autre côté, il y a la survie aussi, il y a du bien-être au travers de ça. Je crois que c'est les deux grands défis de la jeunesse actuelle. Et je pense que les plus d'entre nous peuvent y participer aussi. Mais je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. J'aurais voulu savoir, au niveau syndical, vous avez dit qu'il y avait un seul syndicat représentatif en Allemagne contre 5 confédérations en France. Quelle est la raison du syndicat unique en Allemagne? Unique au sens représentatif. Alors, c'est un peu particulier. Hein. J'ai dit ça, j'ai un peu forcé le trait en ce sens où on ne peut pas mettre le DGB d'un côté et puis mettre les 5 centrales représentatives en France. DGB est plus comme étant une fédération en fait, d'organisations syndicales relativement indépendantes, hein, que comme une confédération comme la CGT ou la CFDT ou FO donc en France. Donc c'est difficilement comparable. Alors à l'intérieur donc, du DGB, il y a des grandes organisations syndicales donc, qui couvrent plutôt donc, des branches, et des branches qui sont extrêmement larges, qui sont beaucoup plus larges comme ça peut l'être en France, ce qui peut être comparable en France, c'est il y a les fédérations de la métallurgie, il y a une grande fédération de la métallurgie à CGT, il y a une grande fédération de la métallurgie à CFDT. C'est un peu différent, donc il y a aussi la même chose à la CGC. En Allemagne, il y a Guy Metall. Les Guy Metall syndiquent quand même à peu près au plus du tiers donc, des salariés allemands de la métallurgie. Donc c'est en ce sens-là où d'un côté, on a un taux de syndicalisation qui est plus fort, et de l'autre côté, il n'y a pas un éventail, donc, d'organisations syndicales comme en France. Alors d'où ça provient? Je crois que ça provient de l'histoire du syndicalisme. Hein. Le syndicalisme donc, en France, c'est un syndicalisme d'abord politique, essentiellement. Un syndicalisme qui naît après les lois de 1884, c'est un syndicalisme donc, qui est très lié donc, déjà aux partis politiques, qui ne s'affranchit pas, il a fallu attendre ce qu'on appelle la charte d'Amiens pour s'affranchir. Donc il remue des idées politiques qu'il a dans l'entreprise, mais en même temps aussi il a des idées... il va vers un changement social, Et tous les grandes centrales, la plupart des grandes centrales, donc, se sont positionnées aussi, à un moment ou à un autre de leur histoire, sur des positions politiques. Certaines sont revenues, hein. Je prends le cas, la CGT reste quand même sur un projet politique, mais elle tient à affirmer donc, son indépendance aussi vis-à-vis des partis, et entre autres du PC. La CFDT donc, portait un projet de socialisme autogestionnaire, donc il a abandonné aussi dans les années donc, 90. Maintenant, on ne porte plus de projets politiques au sens, mais porte des projets sociétaux. Et il y a d'autres organisations syndicales comme FO qui se rapprocheraient peut-être plus donc des organisations allemandes en disant nous, ce qui nous intéresse, c'est la défense des salariés sur le lieu de travail. Point final. Après, derrière, on ne s'occupe pas donc de politique. Et si on estime que la loi El Khomri est une loi néfaste et injuste et autres et scélérate, on va lutter contre la loi El Khomri. Bon, voilà, il y a ces prises de position. Je crois que c'est fondamentalement ça. Donc, le syndicalisme allemand n'est pas né de la même façon. Donc,
et sans cette vision politique, donc c'est plutôt né, donc, encore une fois de façon plutôt décentralisée, on retrouve un peu la même chose, décentralisée d'un côté, puis de l'autre côté, donc des syndicats qui sont créés donc centralement, qui ensuite ont diffusé aussi donc, leurs pratiques. C'est pour ça qu'on est en France, c'est très difficile aussi de réunir des syndicats, C'est pas difficile forcément de les faire travailler ensemble. Dans les entreprises qu'on voit, il y a souvent des intersyndicats qui fonctionnent très bien, il y a les questions des gens qui s'entendent, donc on peut très bien travailler ensemble. Après derrière, il y a les positions de l'entreprise et les positions derrière de l'entreprise. On tient à marquer sa différence par rapport aux autres. Et la différence, elle est très souvent idéologique. Sur la loi El Khomri, elle est fondamentalement idéologique, mais en même temps, elle est sur un point central du syndicalisme quand même. Enfin, il y a tout un tas de choses, comment c'est difficile d'en parler, je ne sais pas s'il faut aborder ce sujet-là, mais un des points centraux, en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est sur les accords collectifs et sur la hiérarchie des normes. D'un côté, je conçois qu'il y ait deux positions syndicales. Il y a la position syndicale de la CGT et de FO en disant que c'est le code du travail qui donne la ligne directrice, et puis après c'est l'instrument protecteur, on se réfère au code du travail. Après, on améliore dans les branches, les salaires, le temps de travail, des choses comme ça, l'organisation, où on discute d'un certain nombre de choses en entreprise, et puis il y a 30 000 accords d'entreprise qui sont signés tous les ans, et il y a souvent la CGT ou FO qui les signe. Et après, derrière, une autre conception, c'est-à-dire, il y a un cadre global, effectivement, on peut admettre qu'il y a un assouplissement de ce cadre global parce qu'il y a des choses particulières donc, à discuter à tel ou tel endroit, et qu'il faut laisser aux gens donc, le soin de discuter. Donc fondamentalement, dire soit on a affaire à un syndicalisme justement, qui est protecteur des droits du travail, donc, qui passe effectivement l'essentiel de son temps, d'un côté à signer des accords, en fait, ou à négocier des accords, mais en même temps à défendre justement face au patron le code du travail en disant c'est une atteinte, il faut défendre ça, c'est nos prérogatives. Ou alors, est-ce que faire du syndicalisme, c'est aussi donc adapter l'entreprise, donc négocier des choses qui sont directement donc, dans l'entreprise et qui touchent au cœur même quelquefois du corps du travail. Donc, tout le monde est d'accord pour discuter d'un accord de négociation, négocier un accord d'égalité donc professionnelle par exemple. On retrouve autour de la table l'ensemble des organisations syndicales qui veulent négocier ça, parce qu'on est en avance aussi par rapport aux autres, par rapport au code du travail. Par contre, il s'agit de négocier justement donc, la rémunération des heures supplémentaires, la durée du travail, donc là fondamentalement on va se trouver donc, avec deux choses. D'un côté, des gens qui disent il y a une protection du code du travail et on agite ça et on va au prud'homme et on judiciarise justement l'action syndicale. Ou alors, il y a de l'autre en disant, il y a peut-être quelque chose donc, à dire, il y a peut-être quelque chose à faire, on sait que la boîte a des difficultés pour ceci ou pour cela, est-ce que pendant un temps déterminé ou plus longtemps, on est capable de négocier un accord, ce qu'on appelle un accord de compétitivité. Ce que je conçois aussi tout à fait, après derrière, ce qui manque en France, c'est la loyauté derrière. Le dialogue social n'est pas loyal, en le sens où je connais tout un tas de patrons et de DRH qui sont tout à fait bien dans leur tête, si je puis dire, et prêts donc, à discuter, c'est pas un souci. Après, derrière, je trouve des réticences systématiques donc, à un changement par rapport à la situation actuelle. Dans la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, elle est née d'un accord interprofessionnel. Donc il y a bien un accord entre organisation syndicale et organisation patronale, qui organisait des choses sur tout un tas de sujets, aussi bien donc, sur la formation, sur des sujets donc, très précis dont on le voit, mais aussi, par exemple, sur ce qui concernait donc, ce qu'on appelait les accords de maintien de l'emploi. L'accord de maintien de l'emploi, ça voulait dire que si on constate une baisse de la conjoncture, c'est discuté encore actuellement, une baisse de la conjoncture en entreprise, et si l'effectif est mis en danger ou l'emploi est mis en danger, on doit pouvoir donc négocier un cadre temporel de 2 ans, c'était 2 ans dans la loi, dans laquelle on dit, effectivement, on peut pendant ces 2 ans-là renoncer donc, ou aménager le temps de travail, donc ça peut être aussi bien augmenter le temps de travail ou répartir les équipes un peu différemment, etc. On peut négocier aussi des salaires temporairement, etc. Et puis derrière, avec des garde-fous, en disant il faut un diagnostic aussi à l'entrée pour savoir si la boîte est vraiment donc, en danger ou si c'est pas organisé pour faire passer dans quelque chose, parce que ça arrive assez fréquemment. Et puis de l'autre, donc est-ce qu'on vérifie bien aussi que les dirigeants donc, ou les cadres ne s'en mettent pas également dans quelques augmentations cachées pendant que les autres donc, se serrent la ceinture. Donc il faut aussi des garde-fous par rapport à ça.
Mais ça, on n'est pas capable de le faire en France. C'est très difficile parce qu'il y a un manque effectivement de confiance entre les. Il y a un manque de confiance qui peut se justifier de tout un tas de façons. On est passé aussi par des périodes des deux côtés. Là, je veux dire, une période difficile de dialogue social où tout le monde s'est traité de tous les noms, etc. Parce que quelquefois c'est un peu difficile aussi après derrière de discuter. Donc, là-dessus, ça fait un flop. Il y a eu 3 accords qui ont été signés, qui ont capoté, donc on en attendait 1000, 1500, etc., pour protéger justement la flexibilité de la conjoncture, c'est-à-dire faire en sorte que l'emploi soit le moins touché possible par rapport donc, à ce qui se passait en activité. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, comme n'a pas marché aussi, vous avez tous entendu parler du CICE, du pacte de responsabilité haute, c'est-à-dire c'est 40 milliards qui sont mis sur la table par le gouvernement. Je ne sais pas trop comment c'est financé. C'est financé par une baisse des dépenses publiques. Et baisse des dépenses publiques, c'est une baisse de la dépense publique, donc c'est une baisse de la consommation, etc. Donc c'est un effet aussi anticonjoncturel, si je puis dire. Mais en même temps, on met sur la table donc 40 milliards. Mais sur le CICE, c'est la moitié, ça fait 20 milliards. Et ces 20 milliards, on a introduit une clause qui était demandée par les organisations syndicales signataires dans l'accord, disant eh bien, vous devez informer donc, le comité d'entreprise et le consulter sur savoir ce que vous allez faire de cet argent. Pour des boîtes, ça peut faire des sommes rondettes, ça se compte. J'ai vu des boîtes d'assurance, ou des banques, ou des centrales d'achat, ou des grandes surfaces, pour lesquelles ça fait plusieurs millions d'euros. Donc à la poste, ça fait plusieurs millions d'euros. Donc c'est des sommes qui sont vraiment conséquentes. Et ça, j'ai fait une étude sur la qualité de l'information et de la consultation qu'il y avait. J'ai trouvé, donc sur 150 dossiers, j'en ai trouvé 3 qui tenaient la route, sur lesquels il y avait un vrai débat qui était engagé sur savoir, on a reçu tant d'argent, et qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Parce que c'était fléché, c'était soit la création d'emplois, soit l'investissement, soit la transition énergétique, soit des choses de genre, soit la formation professionnelle. Mais en face, les DRH, les patrons n'ont pas été capables de mettre sur la table aussi une vraie discussion là-dessus. Alors évidemment, toutefois, cet argent-là, il tombe dans la caisse, il tombe dans le résultat. Donc on ne va pas forcément le flécher aussi et dire ça va servir à ceci ou à cela. Mais en même temps, on ouvrait une discussion sur quels sont, c'est pour aider la compétitivité, donc quels sont les facteurs de compétitivité de l'entreprise. Est-ce que c'est parce qu'on a déjà... Et là, je trouvais, donc j'avais fait l'étude dans une boîte, un sous-traitant de l'automobile en Normandie, un groupe quand même d'à peu près de 1000 personnes, donc qui touchait des salaires qui n'étaient pas très élevés, donc il y avait un CICE qui était assez conséquent. Et derrière, il dit, bah oui, mais on ne trouve pas, donc en Normandie, maintenant, il y a tellement de classes dans le métier, on ne trouve pas d'ajusteurs, on ne trouve pas de spécificité, enfin de qualification donc, industrielle donc, telle qu'on le voudrait. Alors il dit, bah oui, mais quels sont les salaires aussi que vous offrez en face, c'est-à-dire derrière. Et le CICE, je trouvais aussi, aurait pu être pertinent de dire la compétitivité de la boîte, elle passe par la qualification et la permanence des personnes. Donc à chaque fois, ils passaient par l'intérim. Enfin, des gens en intérim qui font plusieurs boîtes, qui ne sont pas forcément très formés, qui ne sont pas adaptés, etc. Donc payer un peu plus cher aussi. Et dans ce cas-là, c'est avec vous du CICE. De toute façon, personne ne vous demandera donc, justement des comptes là-dessus. Donc c'est avec vous du CICE pour pouvoir donc, justement les payer peut-être un peu plus cher. Donc, et après, les attacher donc, un peu à l'entreprise et les former en même temps. C'est en estimant que c'est un facteur de compétitivité. Mais cette discussion sur les facteurs de compétitivité, ça n'a jamais lieu. Jamais lieu. On va enfumer les gens en disant on va augmenter la formation professionnelle, on va faire ceci ou cela. Mais c'est un vrai sujet quand même. C'est un vrai sujet. C'est pas quelques milliards, c'est des centaines de milliards sur 7 ans. Des centaines de milliards. Des centaines de milliards qui ont été donnés aux patrons depuis 7 ans, 112 milliards qui ont été donnés aux patrons pour créer de l'emploi depuis Sarkozy et Hollande. Et cet argent, en réalité, il est dans la caisse des actionnaires. Mais je ne vais pas, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que derrière, il faut bien se voir que dans les entreprises, donc actuellement, quand on dit l'éruption du capitalisme financier qui envahit tout, ça a bien été, maintenant notamment on le voit en France, mais on le voit dans la plupart des autres pays, on a maintenant donc des dirigeants qui sont attachés directement aux actionnaires, alors qu'auparavant, donc ils étaient relativement éloignés, donc ce qui faisait la spécificité du capitalisme
Pas qu'en France, hein, et aussi aux États-Unis, en Angleterre, etc. Enfin, ce qu'on appelait la technostructure, enfin, c'était dans les années 70, c'était un livre de chevet, ça aussi. Hein, des gens, des dirigeants donc, qui faisaient ça, c'est-à-dire parce qu'ils avaient le plaisir de diriger, c'était le pouvoir, c'était aussi ça, hein, etc. Puis après, les actionnaires, ils n'étaient pas trop regardants, ils demandaient 2, 3, 4, 5%, etc. Donc c'était pas un problème, on vivait très bien comme ça. Parce que maintenant, quand vous avez la Société Générale qui dit maintenant les fonds propres, il faut pouvoir les rentabiliser donc à 18 ou 19%, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, quand vous savez que les placements sont à zéro, c'est-à-dire comment on sort de l'activité 18 ou 19%. Et on l'a vu, moi je l'ai vu chez BN, sans trahir de secret, l'actionnaire est parti, mais enfin, chez BN, une usine éminemment nantaise, quand elle a été achetée par PepsiCo, pendant les années, donc c'est les années 80-90 à peu près, hein, la PepsiCo a organisé donc la rafle des réserves de BN. Donc, et tous les ans, ils se versaient donc des dividendes qui étaient très largement supérieurs aux résultats qui rentraient. Mais parce qu'il y avait des réserves, donc ils se sont distribués des réserves, et après ils ont revendu l'entreprise. Ils ont revendu l'entreprise une fois qu'ils l'avaient asséchée. Après ils l'ont revendu un peu moins cher, mais ils avaient quand même eu le temps de faire des résultats là-dessus. Et ça, ils se sont attachés maintenant les dirigeants. Enfin, j'ai vu encore hier de Juniac, PDG d'Air France, qui est un frangin qui est à Air France, donc en direct, mais lui, il aime bien de Juniac parce qu'il a serré la pince, mais il s'est comporté comme n'importe quoi. Enfin, il a mené les gens en bateau en disant ça irait mieux, ça y est, c'est le dernier plan social, puis il en sortait un autre, donc 3 mois après ou 6 mois après. Et puis après, il part, il se demande, donc il dit à tout le monde de serrer la ceinture. Alors, il y en a qui peuvent le faire, hein, les pilotes ils sont bien payés, mais lui, il s'augmente de 65%, la part variable. La part variable sur quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, effectivement? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a dit, qu'est-ce qu'il a fait pour l'actionnaire, voilà. Et quand on aura, là aussi une nouvelle ordre mondiale, quand on attachera donc les dirigeants, qu'on fera un statut, et il y a des discussions là-dessus, quand on fera un statut donc aussi des dirigeants, et que dans les critères de rémunération des dirigeants, il y a une part variable, il y a aussi l'emploi, et il y a aussi la qualification, l'employabilité donc des personnes, il y a des critères qui sont faciles à utiliser. Ça, là, on aura franchi un rempart, parce qu'on ne sera pas uniquement sur les critères financiers. Alors, je rêve peut-être, hein, mais je pense qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir aussi... le rapport de force, maintenant, je dis, il suffit d'écouter un Badiou, hein, c'est mes philosophes préférés des années 60, mais c'est vieux, mais il dit encore des choses très justes. Hein, le capitalisme financier a gagné partout, hein, donc il est très dur. Il va être très dur de revenir en arrière. La seule chose, c'est de faire émerger justement les choses comme Papers, etc., la transparence un peu des choses. Je trouve que on peut aller un peu plus loin dessus. Et de ce point de vue, l'Allemagne n'est pas fondamentalement différente de la France aujourd'hui. Non, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière, on est parti d'un capitalisme rénan, allemand, organisé différemment, mais qui, pour l'instant, le tas de patrons allemands qui réclament justement la fin de la codétermination, je ne vais pas dire que c'est la majorité, mais c'est là encore qui ont ça dans leur gène, dans le Mittelstand justement, hein, autant que ça existe encore, mais dans toutes les grosses boîtes, etc., enfin tous les patrons d'Airbus par exemple qui étaient des Allemands, ils étaient les premiers donc à imposer aussi des règles justement donc, du rendement des fonds propres. Hein, et là aussi, ça, forcément, hein, on passe pas à travers la culture, on a que, si je puis dire, même si elle est ancestrale et dans les gènes, elle n'est pas un rempart suffisant donc à cette force. Dans votre intervention tout à l'heure, il y a 2 points qui m'ont interpellé. L'histoire de l'apprentissage au niveau de l'Allemagne qui était beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux pensé, institutionnalisé par rapport à ce qui est pratiqué en France. Et vous aviez l'air de trouver ça plutôt bien du côté allemand. Et pour quels avantages il y aurait à faire la même chose du côté français, puisque vous releviez aussi que la jeunesse en France est mal lotie par rapport à des gens un peu plus seniors. Et qu'est-ce que ça apporterait aux jeunes depuis Balladur, je crois, il y a eu un certain nombre de plans pour la jeunesse, à chaque fois rejetés violemment dans la rue par les jeunes. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce que c'est effectivement le système social français qui fait que, relié peut-être par certaines centrales syndicales ou partis politiques, de toute façon c'est refusé systématiquement d'emblée, puisque c'est à chaque fois une atteinte pratiquement
à un avenir un peu plus radieux pour les jeunes, et en même temps les jeunes sont les plus grandes victimes de ce qui est l'état de fait actuellement par rapport au reste de la population. Voilà, c'est un peu les deux questions que j'avais à poser. Oui, c'est une question vraiment importante, je trouve importante, parce que là on est peut-être au cœur un peu des processus justement d'apprentissage et puis d'insertion dans l'entreprise. Alors la grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est que en Allemagne, on a un système d'apprentissage qui est dans les têtes, qui est en même temps dans les têtes, mais en même temps organisé donc aussi dans un lien entre l'école, donc la formation et l'entreprise. Alors, je suis d'une génération, on a beaucoup discuté aussi de ces questions-là, si je puis dire, dans lesquelles on disait « Ah ouais, mais il faut aussi garder son esprit critique et on ne va pas embrigader et former les gens justement pour qu'ils soient des bons petits soldats des entreprises. » Alors, on a dépassé un peu ce stade-là, hein, et le système allemand donc, est là, mais parce que aussi les gens croient en leur entreprise et croient plus en leur industrie, donc en Allemagne, peut-être qu'ils ne le font en France. Donc l'entreprise n'est pas rejetée ou n'a pas la même vision. Je trouve qu'il faut voir donc en Allemagne, donc c'est que alors ça commence à 14 ans, donc ça peut se discuter ça aussi, hein, ces choses-là, hein, à quel moment on sort donc, des jeunes, mais quand on voit donc aussi certains qui sont en telle perdition aussi à un moment donné, moi je préférerais qu'ils soient justement en apprentissage correct dans les boîtes, quitte à suite à ce que la formation se fasse tout au long de la vie et qu'on leur ouvre des portes, et on leur ouvrira des portes beaucoup plus facilement justement après que lorsqu'ils sont en échec scolaire. Enfin, on est plusieurs là aussi à avoir donc exercé ce beau métier, à trouver des gens qui s'ennuyaient, qui ne savaient pas quoi faire, donc justement, qui leur place n'était pas là. Donc ça, c'est relativement facilement reconnu donc, en Allemagne. Mais après, automatiquement, quand ils rentrent donc, dans l'entreprise en Allemagne, ils y sont donc au moins pour 3 ans. En France, donc c'est 18 mois, donc c'est déjà. Donc, ça, et après, derrière, donc c'est organisé parce que c'est dans la tête aussi. Hein, c'est organisé avec des tuteurs, on suit également donc, aussi leur période d'alternance, de formation, ceci, cela, et puis de réinsertion dans la boîte. Très souvent, ils savent qu'ils auront un débouché aussi dans la boîte, ce qui n'est pas tout à fait le cas, donc également en France. On a un système d'apprentissage, donc on est d'abord, c'est plutôt dévalorisé parce que c'est l'apprenti tel qu'on l'appelait aussi chez nous de façon traditionnelle, hein, donc la repette, quoi, c'est la repette, hein, donc le pantouflard, qui va balayer l'atelier. Et ça n'a pas la même connotation donc en Allemagne. Culturellement, c'est un peu différent. Et alors, c'est pour ça que les alternants, l'alternance aussi a été créée, donc c'est une très bonne chose, donc également en France, hein, mais ça ne prend pas tout à fait donc forcément toujours les mêmes voies. Moi, je crois beaucoup à ce système de formation initiale dans lequel quelqu'un qui est fait ou pas fait justement pour le travail intellectuel, si je puis dire, qu'à rester donc 8 heures ou 7 heures, c'est long hein, quand même une journée, hein, en salle de classe, il a envie aussi de faire autre chose à partir de 14 ans ou à partir de 16 ans. Et derrière, donc s'il y a une filière qui est organisée, qui lui permet de se construire un métier, et que ce métier, c'est pas déshonorant d'être ouvrier spécialisé, moi je d'autant plus facilement que c'est vrai que j'aurais aussi bien aimé exercer un métier manuel, hein, donc ça ne m'aurait pas du tout déplu. Hein, mais du moment que, effectivement, c'est valorisé, qu'on arrive aussi à gagner à peu près sa vie. Hein, mais derrière ça, il y a une telle image négative aussi hein, de ces métiers, donc justement, je dis l'apprentissage traditionnel, que c'est certainement un frein donc, en France. Ce qui a aussi été un frein, encore une fois, c'est que s'il y a de l'apprentissage, il est valable aussi jusqu'à Bac plus 4 également en Allemagne. C'est aussi le cas maintenant en France. Hein. Mais on a du mal, encore une fois, donc nous, dans la boîte, on s'est, dans les plans, dans les contrats jeunes, des choses comme ça, ou contrats d'avenir, donc on s'est intéressé donc à ça et on a signé donc un accord également dans la boîte, hein, dans lequel on engageait donc des personnes également qui étaient en Bac plus 1 ou Bac plus 2 et on les menait ensuite donc en Bac plus 4 en même temps qu'on faisait donc aussi leur formation donc, au métier. Mais il faut que ça rentre dans la tête, ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être apprenti, on voit plein, qui sont en alternance, ils ne sont pas apprentis, ils sont en alternance, à partir du bac, ils veulent faire un BTS, après ils veulent faire autre chose, ils passent une partie de leur temps justement donc, à l'entreprise, et puis ils passent l'autre partie du temps donc, en formation, directement, en formation théorique. Alors, je trouve que c'est un excellent système pour rentrer justement dans un circuit lent, si je puis dire. Hein. Hein, sinon, on trouve après derrière, effectivement, un petit boulot, parce que puis, un petit boulot déqualifié. Mais le gros problème, quand même, c'est aussi c'est le niveau sur les apprentissages. Enfin, là, c'est un autre sujet, hein, le niveau sur les apprentissages de base. En France, là, il y a une différence entre la France et l'Allemagne. Hein. Vous avez dit que les jeunes Allemands étaient nuls aussi, que les jeunes Français.
n'est-ce pas dû au système éducatif français qui serait moyennement performant? Mais ça, on a déjà discuté ensemble. Oui, je vous dis d'autant plus volontiers que j'étais prof pendant de nombreuses années. Je trouve que le système éducatif français n'est pas performant. Enfin, performant au sens, bien voir, c'est pas au sens de l'entreprise. Performant, c'est-à-dire ne sort pas donc, des personnes, un nombre suffisant donc, de personnes de pourcentage ayant acquis donc, les fondamentaux, donc à l'âge requis pour les fondamentaux, si je puis dire. Donc, entre autres, alors moi je crois beaucoup au rang dans PISA, c'était beaucoup donc décrié ces trucs-là. Mais c'est un thermomètre, alors il vaut ce qu'il vaut, ça peut se discuter. Et il montrait bien quand même qu'on avait décroché aussi en termes d'apprentissage, justement d'apprentissage initial. On avait décroché donc, par rapport aux pays voisins. L'Allemagne s'est posé la même question aussi. L'Allemagne avait décroché également en termes. On n'est pas tout seul, il ne faut pas dire qu'ils sont, etc. Même là, ils avaient décroché. Donc là aussi, les mesures donc, de Merkel également ont porté aussi sur la formation et sur l'apprentissage des fondamentaux. Mais là, on est en train de faire donc, des générations qui sortent du système scolaire, qui après, qui rentrent pas en apprentissage, ils vont se nourrir de petits boulots, et ils vont tomber naturellement, on le sait, dans la délinquance et autres, etc. On décroche plutôt des générations là-dessus. Plus la question, bien sûr, migratoire, etc. Mais en Allemagne, ils ont pris des mesures positives par rapport à ça. Alors là, ça sort du domaine de mes compétences. Je ne peux pas répondre là-dessus. Je sais que la question a été posée donc, justement parce que la notation PISA donc, a été donc, au centre de débat donc, en Allemagne, de débat législatif, et sur comment remédier justement. Après, quelles ont été les mesures exactes qui ont été prises là-dessus, là, je ne peux pas répondre directement là-dessus. Mais c'est un vrai sujet. Est-ce que l'importance de la démographie, justement, ne joue pas là-dessus? C'est-à-dire qu'en fait, en Allemagne, les jeunes sont plus mis en avant pour la bonne raison qu'il y a beaucoup moins de jeunes dans le circuit qu'en France, bien entendu. Quand vous avez 800 000 jeunes qui naissent tous les ans en France et qu'il y en a que 650 000 en Allemagne, il est évident qu'on a besoin de beaucoup plus, le corps enseignant doit se développer beaucoup plus. Pendant un certain nombre d'années, il ne s'est pas beaucoup développé, le corps enseignant. Or, chaque année, il arrivait à 1 million à peu près, 100 000 enfants qui arrivaient sur le circuit. En Allemagne, il disparaissait 100 000 chaque année. Donc, il est évident qu'au niveau de l'enseignement, on a continué à faire les humanités, parce qu'en effet, comme vous dites, les aspects d'apprentissage étaient complètement pas développés pour la bonne raison que les parents, les familles, sont les principales responsables d'ailleurs de cet état de choses, puisqu'en fait ils ont suivi ce qu'étaient les humanités, les enseignants de l'éducation nationale, qui ont toujours mis en avant les humanités et non pas les professions techniques, dont on a besoin et qu'on essaye de rechercher, même l'apprentissage de base maintenant. Alors on essaye de vendre l'apprentissage à travers les bacs plus 4 maintenant, ou les bacs plus 5, parce que comme ça va réévaluer l'apprentissage. Mais on a besoin d'ajusteurs actuellement, on a besoin de gens qui travaillent les métiers manuels. Mais il va falloir essayer de convaincre les parents que l'avenir n'est pas dans les métiers de l'enseignement général. Peut-être que l'école en France est trop sélective aussi. Je pense qu'elle forme. Enfin, c'est mon avis. Je vais aussi renseigner un peu. Oui, j'entends. On ne cherche pas à tirer le meilleur de chaque individu, mais on cherche on sélectionne. On privilégie qui ne se pas. Et bon, voilà, je crois que c'est un drame, parce qu'effectivement, il y a plein de jeunes qui s'ennuient, qui sont de la dérive. Et par ailleurs, pour avoir aussi été en relation avec travaillé en entreprise et été en relation avec des entreprises qui accueillent des jeunes, ils ne sont pas toujours prêts pas toujours capables, aptes à jouer ce rôle de formateur qu'on attend d'eux. Il n'y a pas les structures qu'il y a en Allemagne. Oui, il n'y a pas les structures. Oui, l'état d'esprit, ça vient petit à petit. Parce que les sages, maintenant, sont quand même mieux organisés. Il y a des tuteurs, il y a ceci, il y a cela, etc. Donc, mais c'est pas toujours facile, y compris donc, dans la boîte où je suis. Donc, maintenant, il y a
Alors, on a 17 bureaux donc, en France, il y a certains bureaux, dont celui de Nantes, il faut le souligner, qui accueillent beaucoup de stagiaires, etc., et qui estiment que ça fait partie de ses devoirs, si je peux dire. Il y en a d'autres, ils disent, bah, non, on n'a pas le temps, c'est le boulot, c'est un souci. Enfin, c'est facile, hein, c'est très facile ça. Je crois que le système français, c'est vrai que le système français est assez élitiste, mais alors, il faut de l'élite aussi. Hein. Il faut de l'élite, il ne faut pas oublier non plus. Hein. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'après, derrière, on doit laisser personne au bord du champ. Hein. Alors, à un moment donné, je disais, bon, de toute façon, les élites s'en sortiront toujours. C'est pas tout à fait comme ça que je pense que les questions se posent. Il faut aussi les aider donc, également à s'exprimer et repérer donc, les personnes. Mais encore une fois, on a un système élitiste d'un côté, mais surtout, c'est un système qui se reproduit. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est même pas, on a régressé très fortement depuis 30 ans. Hein. Auparavant, donc, quand vous étiez donc, fils d'ouvrier ou d'agriculteur, bah, vous aviez beaucoup plus de chances, hein, il y a 30 ans, donc, d'aboutir donc, justement après le bac ou à des métiers donc, qui semblaient donc, inaccessibles que vous l'avez maintenant. Donc si on n'a pas pour entrer dans les grandes écoles, si on n'a pas des troisièmes voies ou des choses comme ça, il y en a qui ne rentreront jamais dans ces grandes écoles. Jamais. Donc on a effectivement, donc alors il y a, parce qu'il y a un tas de facteurs donc, qui jouent dans le milieu culturel, on disait, hein, les parents, c'est vrai, hein, on a dévalorisé beaucoup de métiers, donc actuellement, on parlait des chantiers, les chantiers n'arrivent pas à trouver des soudeurs, c'est un beau métier, c'est un vrai beau métier, c'est une vraie qualification ça. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé ça? On a essayé plein de choses hein, également, donc sur le bassin d'emploi, il y a eu tout un tas de plans qui ont été faits, notamment des plans type cap compétences et autres, etc. Mais les acteurs se sont arrêtés à un moment donné où on formait les gens quand on était dans les hauts de cycle, comme on est actuellement, et dans l'aéronautique et dans la navale, mais après, derrière, quand on était dans les bas de cycle, on ne sait plus quoi faire. Et après, on s'est dit, bah, c'est bien plus simple d'aller chercher donc, des soudeurs en Pologne quand on a besoin, et puis après, on les renvoie en Pologne quand on n'a plus besoin. Donc là, justement, la flexibilité, c'est de trouver de façon interne, hein, externe plutôt. Donc au lieu de trouver dans des systèmes dans lesquels eh bien, on partage aussi après les compétences avec d'autres dans le bassin d'emploi, donc élargi dans le Saint-Nazaire, on a besoin de soudeurs aussi, donc un peu partout, et de façon déconnectée aussi de la conjoncture. Après, qu'il y ait des formes de contrats qui fassent qu'on n'est pas toujours employé à un moment donné dans sa boîte, mais on peut être détaché aussi dans une autre pour une raison ou pour une autre. Moi, je trouve que c'est pas totalement idiot, hein, même si ça semble aussi une régression d'un certain point de vue des droits de l'individu, mais c'est pas totalement idiot. Hein. On sert des qualifications, on fait ça, donc il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit, etc. Oui, donc je crois qu'on a un système qui sélectionne, mais surtout qui s'auto-reproduit. Je crois que c'est plutôt ça son gros défaut, là. Il y aurait une autre question. Ce sera la dernière. Ça sera la dernière. J'aurais une autre question, c'est sur le dialogue social à l'intérieur des entreprises. On a vu émerger plusieurs types de syndicats en France. Oui. On a des syndicats, ce qu'on appelle des syndicats actifs, entre guillemets, et des syndicats réformistes. Le problème... Inactifs. Des syndicats actifs et des syndicats donc réformistes. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que du côté de le dialogue, il se fait à deux personnes, en principe. Donc, en général, les syndicats de patrons, eux, ils n'ont pas réussi à passer le cap. Et je ne connais pas de syndicats patrons, patronaux réformistes. Est-ce que ça existe ? Alors c'est vrai qu'il y a deux fronts maintenant au niveau des organisations syndicales, on les connaît bien. Hein, d'un côté, donc, les syndicats réformistes, à peu près la moitié, les syndicats, donc, on peut les qualifier en actifs, mais on peut les qualifier aussi quelquefois de rétrogrades, hein, selon les points de vue. Je n'ai pas dit que c'était ce que je disais, mais d'autres qui disent ça. Donc, c'est pour ça qu'il est actif, je ne suis pas sûr. Alors qu'il y a des réformistes, et puis il y en a ceux qui se battent pour la conservation des acquis. Hein. D'abord, effectivement, que c'est le principal. Alors, du côté des organisations patronales, que je connais pas mal hein, aussi, et puis je les fréquente également, vous avez oui, je serais plutôt tenté actuellement de vous donner raison, malheureusement. Tiens, on a affaire, on se demande vraiment, mais on a le problème de patronat qu'on mérite, mais c'est consternant actuellement. Voir un gars comme Gattaz qui soit à la tête du patronat actuel, c'est inimaginable. Je le connais bien, issu du patronat lyonnais, un frère à Lyon, des parents qui habitaient Lyon.
il avait une certaine aura dans les discussions comme ça. Il a écrit des bouquins, mais quand on relit ses bouquins, tellement tout est écrit dedans. C'est les confessions d'un petit patron, qui était, enfin, patron d'une boîte de 200 et quelques personnes avant qu'il la fasse grossir, c'est vrai. Il y a des jugements à l'emporte-pièce sur tout et n'importe quoi, c'est consternant à lire. Et c'est à peu près, on trouve ça. Et alors, il a transformé une organisation patronale, MEDEF, il l'a transformé en boîte de lobbying. C'est tout ce qu'il fait. Il n'est que dans la communication, donc il va traîner ses guettes le samedi soir chez Ruquier, pour dire toujours les mêmes choses. Donc il n'est jamais dans la négociation. Alors, à l'intérieur, c'est ça qui est compliqué. D'un côté, on a des organisations patronales dans lesquelles j'ai rencontré moi, des patrons qui sont des vrais réformistes, qui tiennent, peuvent dire, pas les discours forcément que j'entends ici ou là, mais qui tiennent des vrais discours progressistes. Lorsque je parlais donc justement de la loi de sécurisation de l'emploi, j'ai assisté à un petit déjeuner où c'était, là aussi justement, c'était consternant parce que on avait des gens qui faisaient tout avec l'aide des avocats patronaux pour freiner la mise en place donc, des accords interprofessionnels. Mais le seul qui est intervenu loyalement, si je peux dire, mais de façon active, justement, là, c'est le DRH de Michelin. Alors, je ne l'attendais pas. Michelin, c'est pas la boîte toujours très connue pour son dialogue social, mais ils sont améliorés quand même. C'est pas celle qui fusillait du syndicaliste il y a quelques années. Donc ils sont quand même améliorés donc là-dessus, et c'est dessus il dit mais on a un outil d'innovation sociale, pourquoi est-ce qu'on ne l'emploie pas? Et les autres étaient en train de se dire non, je préfère payer les avocats pour savoir comment on peut éviter ce genre de truc. Alors tout en gardant la loi, mais en faussant complètement, c'est-à-dire à moindre coût sans mettre ça. Alors dire qu'il y a des patrons intelligents, il y a des patrons qui veulent vraiment faire quelque chose. Je connais des patrons de petites boîtes qui se démènent, pour dire que la vie de patron n'est pas toujours simple, je ne vais pas pleurer aussi, mais la vie de patron n'est pas toujours simple. On a le sentiment quelquefois d'être un peu incompris, mais en même temps, toujours tellement plus enrichissant de jouer le jeu que d'essayer de défendre son précaré aussi. Après, je mets de côté Gattaz, à l'intérieur du MEDEF, c'est de l'opposition, aussi des oppositions permanentes. Il faut bien voir, c'est pas un corps unifié le MEDEF. Ce sont des fédérations patronales qui se tirent toutes dans les pattes, qui essayent donc de prendre le pouvoir s'il y a des luttes de pouvoir extrêmement intenses. Et l'organisme qui était probablement le plus progressiste là-dedans, c'est l'UIMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, donc c'est la métallurgie. Alors, mais comme ils ont trempé dans les affaires un peu louches, ils sont plus ou moins déconsidérés. Donc alors après, c'est la FFA, c'est la Fédération des assurances, c'est ceci, c'est les autres, donc tout l'avant-garde un peu, l'avant-garde des réactionnaires donc, du patronat qui pousse ses plans. Donc si Gattaz pousse un coup de gueule il y a 2 jours, c'est parce qu'il s'est fait remonter les bretelles devant son bureau politique, si je puis dire, donc la veille, quoi. Donc en disant, il n'est pas question. Ils sont même plus capables d'assumer la signature des accords interprofessionnels. C'est quand même grave. Ils ont signé des accords interprofessionnels justement sur la loi de sécurisation de l'emploi. On a été proches aussi, pas proches, enfin, il pouvait y avoir dans des perspectives d'accord sur ce qu'a donné à lieu la loi Rebsamen. Et puis maintenant, ils font du tout et n'importe quoi. Ils sont dans la revendication permanente et dans le délire permanent. C'est affligeant, c'est affligeant. Et puis les petites boîtes... le patron de la CGPME, c'est pire que tout aussi, si je puis dire. Alors qu'il y a des patrons de PME qui seraient... Il faudrait vraiment qu'il y ait des patrons de PME qui se mettent dans le syndicalisme patronal, si je puis dire. Là, on met des gens, c'est la loyauté, aussi, c'est la loyauté du dialogue. Après, si on est... La lutte des classes, c'est aussi peut-être ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un dialogue possible? Ce qui se passe actuellement me consterne, vraiment. Ok. Bon. Merci encore, Jean-Paul. Donc, prochaine étape, le 22 septembre, on fait un café citoyen sur un sujet à préciser, mais relativement au numérique. Big Data, Big Brother. Oui, voilà, c'est ça. Il sera suivi de séances d'université populaire après. Voilà.